Alors, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur les sites de chacun des partenaires, sur le site web des partenaires et sur le site du programme Horizon climatique. Nous aurons trois grands chapitres sur cette quinzaine de mois. Le premier qui évoquera les changements climatiques et les changements sociétaux. On fera un détour par l'histoire du climat notamment. Ensuite, on travaillera sur les scénarios de prospective et les démarches innovantes que nous avons pu découvrir ou bien connaître ou sur lesquelles nous avons pu travailler les uns et les autres de ce programme Interreg. Et on terminera pour boucler avec ce qui va se passer aujourd'hui, sur enrichir nos imaginaires pour un monde plus désirable. Voilà, donc ce qui va nous occuper, je pense, nous motiver les uns et les autres. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Aline Francfort qui va se présenter elle-même et qui va nous aider à changer un peu de lunettes. Donc, je lui cède la parole. Merci, bonjour à tous. Je suis belge, donc c'est les Belges qui inaugurent ce cycle. Et j'ai été invitée parce que une de mes bonnes amies travaille avec vous, donc Mathilde Loret. Et je suis ravie. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Je ne suis pas du tout une spécialiste de vos questions, mais effectivement, j'ai prévu en fait de vous parler d'un angle. Et comme je pense beaucoup en visuel, je vais vous montrer des visuels pendant que je parle, et j'espère que ça va permettre d'avoir plusieurs canaux d'entrée. Donc, je vais partager mon écran, et puis je pense qu'on aura une session de questions à la fin. Voilà, je vais faire ceci. Et j'espère que vous voyez quelque chose parce que je vais essayer de faire ça en grand. Là, c'est plutôt comme ça, voilà. Donc ça, vous avez le titre, effectivement, euh, sur lequel on s'est mis d'accord, changer de regard, changer le paysage, tout ça parce qu'effectivement, le regard qu'on porte sur le monde importe et que, on pourrait même dire qu'il est créateur et qu'une question se pose donc sur la manière dont on crée le futur, entre autres, qui n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose qu'on peut créer. Et je voudrais, peut-être je me présente en très très bref parce que je veux dire ce qu'il y a dans mon sang ou d'où je parle, c'est toujours intéressant de savoir de quelle origine se posent les choses. Moi, ma question, c'est quoi la réalité? Pour des tas de raisons, c'est ma question. Je suis complètement dyslexique. J'ai été sauvée par un homme qui s'appelle Edgar Morin, que vous connaissez certainement, qui m'a sauvé la vie parce il pense en complexité. J'ai beaucoup dessiné et beaucoup fait de photos et découvert combien l'imagination, c'est-à-dire les choses qu'on imagine, changent notre vécu. Pour ceux qui font la cuisine, par exemple, quand on imagine une recette et qu'on imagine le faire, ben, ça change la manière dont on va vivre. Donc, tout ce qu'on imagine entre dans notre paysage, ce que les sportifs connaissent très bien. J'ai un maître en créativité qui s'appelle Edward de Bono, qui est un homme qui a inventé la créativité sérieuse et entre autres ce qu'on appelle des DAT, Direct Attention Thinking Tools, qui sont des outils pour diriger l'attention, ce qui multiplie l'intelligence. Et il a créé notamment des structures libératoires. Je me suis inspirée d'un Chinois qui a fait un truc qui n'est pas très écologique, mais qui est très beau, qui est une échelle en feu d'artifice pour aller vers le ciel. Et effectivement, ce que Édouard de Benoît a créé sont des structures qui permettent de sortir des routines et des manières familières de voir. Ensuite, je suis une praticienne de l'alchimie qui, peut-être vous le savez, n'est pas du tout que la quête de la transformation du plomb en or, mais de la matière à la lumière. J'adore et je suis forcément très en recherche de tout ce qu'on fait sur la conscience, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme a dit quelqu'un, mais une nouvelle science a émergé. Je travaille depuis 30 ans avec Jean-Louis Baudouin, qui a des bonnes lectures, comme vous voyez, avec qui j'ai créé notamment des réflexions sur le jazz et l'art de la collaboration pour sortir des modèles linéaires et top-down. Nous avons tous les deux écrit un livre sur un thème qui s'appelle Shapership et dont je parlerai. Le livre est là et nous avons créé beaucoup de cartes que je n'aurai pas le temps de vous montrer aujourd'hui, mais peut-être d'autres fois, qui sont des métaphores. Et l'intérêt des métaphores, c'est d'ouvrir des possibilités. Et une de ces cartes est sur
Madland, forcément le monde dans lequel on est qui mène à la destruction, et Nomadland qui mène au Mutually Assured Development. Je suis aussi thérapeute narrative, chose dont je ne parlerai pas, mais qui permet de changer les histoires qu'on se raconte. Et enfin, disons que j'ai quelques diplômes, ce qui peut toujours intéresser quelqu'un, pour le cas où on se demande d'où elle vient, cette folle. Mais il y a des choses sérieuses qui n'ont pas beaucoup d'impact dans ma vie, il faut l'admettre. Peut-être parce qu'on n'enseigne pas dans les universités des choses qui aident vraiment les gens à réfléchir, mais qu'on leur apprend la pensée des autres. Et puis j'ai aussi coécrit un autre livre sur le business model. Et je ne peux pas résister à l'idée de vous montrer mes deux livres préférés. Le premier, c'est Bobin, le plâtrier siffleur, parce que Bobin est un homme qui a beaucoup travaillé sur comment habiter poétiquement le monde. Ce livre fait 17 pages et c'est pur bonheur. Et Bobin a aussi dit, le monde est rempli d'yeux qui attendent, pardon, le monde est rempli de visions qui attendent des yeux pour voir. Comme je suis dyslexique, ça peut m'arriver de mettre le truc à l'envers. J'espère que ça ne posera pas trop de problème à la Pauline, la traductrice. Et l'autre livre, c'est On Bullshit, un livre écrit par un lointain cousin philosophe, parce que je pense qu'on a une époque où on a intérêt à éviter les tsunamis de bullshit où tout le monde dit n'importe quoi. Voilà une des cartes, je ne vais pas faire ça maintenant. Je commencerai par vous dire ce qui était indiqué sur la couverture du livre que j'ai écrit, c'est ceci, une phrase de Bergson: L'œil voit seulement ce que l'esprit est préparé à comprendre. Et c'est quelque chose qui me touche énormément parce que la question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à comprendre dans un monde où, dans le fond, on reste assez braqué sur Saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois. Et comme je dis toujours en riant, parce que ça m'amuse beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disent moi, je suis un cartésien, je ne crois qu'à ce que je vois. Mais c'est tout à fait faux, en fait. La plupart des gens ne croient pas à ce qu'ils voient. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, dont une histoire d'un cocu qui soupçonne sa femme et qui engage un détective privé pour le suivre. Et pour faire l'histoire courte, le détective suit cette femme au restaurant avec son amant. Et le mari est au téléphone et demande qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Et le détective détaille moment après moment, ils prennent l'apéritif, ils prennent le champagne, ils boivent, ils payent l'addition, et puis ils sont dans la rue et il dit qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers un hôtel. Et le mari devient fou, il dit écoutez mon vieux, essayez de les suivre. Et le détective arrive à les suivre. Il se retrouve dans une chambre en face de la chambre des amants. Et le mari, toujours énervé au téléphone, dit qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent, dit le détective. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais ils continuent à s'embrasser. Et maintenant, ils ont fermé les rideaux. Et le mari dit, ça c'est vraiment dommage, parce que s'ils n'avaient pas fermé les rideaux, on aurait su ce qu'ils allaient faire. Et le Zoom, c'est toujours un peu pénible parce qu'on a l'impression de rigoler tout seul, donc c'est des grands moments de solitude, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Cette histoire indique en effet qu'il y a un enjeu sur la manière dont le futur, admettons que c'est un futur nommé désir, hein, qu'on voudrait bien créer un futur qui soit désirable, le futur qu'on imagine lui-même demande en fait une activité qui est tout à fait différente de Saint Thomas, puisque le futur, on ne le voit pas, sauf si on a des visions qui dépassent la réalité. Et j'en parlerai donc maintenant, parce que c'est un des enjeux qui est d'ouvrir des yeux qui ont des nouveaux types de visions, comme disait Bachelard, l'imagination, c'est ça, et de pouvoir à un moment se rendre compte que nous avons le pouvoir, je vous donne à peu près la tonalité de ce que je vais vous raconter, c'est le pouvoir et la liberté de changer nos façons de voir et de penser de manière à ce qu'on puisse créer un futur qu'on désire. Et ça me permettra de développer l'idée d'être des activistes du futur plutôt que des victimes ou des bourreaux d'ailleurs. J'en profite pour vous dire que le grand axe, à mon sens, aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est de savoir comment on va faire pour éviter de bâtir le futur, de prendre des décisions sur la peur et la sidération, qui sont, si vous voyez bien, l'inverse exact de désir et aspiration. Quand on regarde sidérer, désirer, c'est l'inverse. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près légitime d'avoir des peurs. C'est compréhensible dans un monde où on ne comprend rien, mais c'est aussi un problème de démarrer de prendre des décisions au départ de la peur va nous amener à tout à fait autre chose que celle qu'on pourrait prendre au départ du désir. Donc, comment faire? Alors, je parlerai à un moment de cette idée, puisque c'est la base de ce que je vous raconte, d'un mot qu'on a inventé, Jean-Louis et moi, pour ouvrir un monde, qui est ce mot shapership. Donc, comme vous avez des mots que vous comprenez utiliser sans doute, même en France, comme entrepreneurship et leadership, nous, on a un peu par ras-le-bol inventé ce mot qui est shapership,
qui vient du verbe to shape, qui veut dire tailler, et ship comme dans friendship, qui est l'amitié, donc un mot qui est composé sur cette base et qui veut dire l'art, comme dans ship, c'est une compétence, l'art de donner forme au futur, qui veut dire aussi de donner forme à des réalités différentes, et peut-être l'art de rendre visible, désirable et actionnable des futurs radicalement différents. C'est une vraie question, vous qui parlez beaucoup de transition, je pense, la notion d'actionnable, donc on dit on peut agir. Moi, je pense que la question, c'est de les rendre visibles et désirables en plus. Et de manière très claire, ce dont je vais parler, c'est essentiellement d'une manière de voir, et je préférerais dire une manière de percevoir, parce que percevoir, c'est percer et voir, et il faut voir de quoi on va parler, de qu'est-ce qu'il faut percer pour pouvoir transformer la réalité. En fait, la question fondamentale, c'est le lien entre ce qu'on voit et ce qu'on crée, puisque ce que nous créons, il faut le voir d'abord, hein. C'est la vision qui guide l'action et pas l'inverse. Donc, il faut bien s'imaginer à un moment que la vision qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense, surtout comme dans une époque où on en manque terriblement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et je voudrais juste ici mentionner le fait que j'ai utilisé sur ce bouquin une série de gens, certains sont très connus, d'autres pas, mais aucun n'était connu au départ. Et tous ces gens, en fait, sont de toutes les races, de tous les pays, de toutes les nationalités, de tous les âges. Le plus jeune avait 16 ans. Et ces gens, en fait, ont fait ce que je vais expliquer. Ils ont rendu visibles des paysages du futur qui n'étaient pas visibles avant eux, et ils ont transformé le monde. Je dis ça parce que c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir une position, on n'a pas besoin d'être connu au démarrage, on n'a pas besoin d'avoir un statut, du pouvoir, une organisation pour pouvoir avoir un impact qui est transformateur. Essentiellement, on a besoin de pouvoir transgresser les dogmes, les vérités toutes faites, les idées, les croyances établies dans une société qui est complètement dominée, d'ailleurs par un ensemble de croyances relativement fortes et destructrices. Et on a besoin de transmission, c'est-à-dire on a besoin de laisser passer à travers soi, transmission à travers soi, de manière à ce que l'ego ne soit pas totalement, pas trop dans le chemin et que ça devienne des aventures collectives. Ces gens, ils ont effectivement fait quelque chose qui est, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Ils ont donc osé avoir un rêve et presque tous se sont retrouvés donc avec des gens qui plantaient leur index dans la tempe en leur disant vous êtes complètement cinglés, sauf qu'ils l'ont fait. Et ils ont fait un trou dans la bulle. Vous voyez ici mon idée du trou dans la bulle. C'est le monde dans lequel il y a quelqu'un qui passe de l'autre côté et qui regarde. Et quand on a la chance de parler à quelqu'un qui l'a fait, c'est intéressant parce que sinon on parle à celui qui a vu celui qui l'a fait et celui qui a vu celui qui l'a fait, qui le raconte à quelqu'un d'autre, qui va le raconter à quelqu'un d'autre. Et à la fin, on a tout à fait une autre histoire, hein, ça c'est la religion. Mais la question, c'est de parler à des gens et de le faire soi-même, de faire un trou dans la bulle. Et faire un trou dans la bulle, c'est faire un trou dans la jungle des représentations que nous avons tous sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. En gros, c'est sortir de la caverne de Platon. Et comme peut-être c'est loin pour certains d'entre vous, je vais me permettre de reprendre le mythe en 7 points assez brefs, comme ça vous voyez de quoi, en essence, ça vous rappellera des souvenirs. Donc le mythe explique que des hommes sont, vous voyez en bas à gauche, enfermés, prisonniers en fait, dans une caverne, et dans l'obscurité, on projette devant eux des ombres qu'ils prennent pour la réalité, et l'un d'eux va se libérer et parce qu'il sent un appel intérieur, ou il va être libéré, peu importe, et il va se rendre compte donc qu'en fait, il y a des gens qui actionnent des petites poupées qui projettent ces ombres, c'est les manettes du pouvoir qui font croire que la réalité est projetée sur le mur. Lui se rend compte en continuant son chemin qu'il y a un feu, vraiment une lumière, un passage, et il va prendre ce passage et se retrouver dehors où il va expérimenter la vie, puisqu'on voit là, il va être aveuglé évidemment, et puis il va se rendre compte qu'il y a des univers et des règnes minéral, végétal, animal, humain, etc. Il va commencer à expérimenter la vie, on voit une amphore. Et puis un jour, il va se souvenir de ses camarades dans le fond de la caverne. Et là, il a le choix, il revient ou il revient pas. S'il revient, c'était le cas dans le mythe, il retourne auprès de ses camarades enfermés et il leur dit, un autre monde est possible.
Et dans le mythe, les autres ne le croient pas, évidemment. C'est comme disait Nietzsche, hein, ceux qui étaient en train qui n'entendaient pas la musique, considéraient les autres comme fous. Et ceux qui sont dans la caverne et qui ne voient pas qu'un autre monde est possible, considèrent que celui qui vient les déranger avec une autre réalité, en fait, a une vérité qui dérange et il est donc rapidement considéré comme un hérétique et puis menacé de mort et évacué. Ça, c'est à mon sens la question fondamentale que je pose ici pour vous, c'est comment est-ce qu'on va changer de regard pour changer le monde. Et la clé, évidemment, c'est d'installer un rapport de liberté avec le monde. Et je vais dire quel monde? Le monde tel qu'il est, donc la réalité qu'on nous présente sur le mur, qui est aussi l'écran intérieur de nos nuits blanches, hein, les propres projections que nous avons. Donc installer un rapport de liberté avec le monde tel qu'il est et un rapport de liberté avec le monde tel qu'il pourrait être au-dedans et au-dehors. Je vais revenir là-dessus. Et ici, je pense que j'appelle ça au-dessus et en dessous de la surface aussi. C'est comment est-ce qu'on va faire pour sortir du visible et entrer dans l'invisible et entrer dans des dimensions aussi implicites. Il y a des gens qui ne voient pas que l'éléphant est attaché, mais il est attaché. Et c'est assez rigolo quand on voit ça. Je ne dis pas que nous sommes des éléphants, mais enfin quand même, ça veut dire à un moment, on est un peu, de manière évidente, on est entravé par des choses. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va se désentraver? Et arriver à une pensée racine, comme je dis, je vais revenir là-dessus, mais je vous signale simplement, ça vous arrive aussi de demander à des jeunes gens de dessiner un arbre et de voir qu'ils dessinent un arbre parfois coupé complètement des racines. Ceci déjà, c'est pas terrible, mais parfois il n'y a même pas de racines, il y a un sol, il n'y a pas de racines. Et moi, je pense qu'il faut arriver à ce qu'on ait une pensée qui va au cœur. Regardez cet arbre-là comme c'est encore plus spectaculaire. C'est tout petit et le réseau de racines fait qu'il est en vie. Donc, il y a vraiment un paysage de racines, de mycélium énorme, beaucoup plus grand que l'arbre lui-même. Et ça me fascine parce que ça veut dire vraiment que nous aussi, on a peut-être intérêt à aller à la racine, ce qu'on appelle être radical, et pouvoir à un moment faire une révolution dont je vais vous parler, qui est d'oser se poser des questions beaucoup plus essentielles, c'est-à-dire d'aller voir nos propres racines, nos cartes mentales, et de se poser des questions sur ce qu'on veut vraiment. Enfin, quand je dis ça, c'est le monde dans lequel on veut vivre. Il y a un moment, il faut savoir est-ce qu'on veut vivre dans ce monde ou pas. Donc, il y a la surface et la substance, et je descends. Et effectivement, vous voyez donc plus profondément, il y a nos visions du monde, notre culture, c'est le sol métaphorique, hein, nos paradigmes, nos cartes mentales, comme on dit. Et c'est déjà une chose de se rendre compte que nous sommes guidés par des visions du monde qui peuvent être à gauche, j'ai mis routinières, des autoroutes, du pré-pensé, des dogmes du connu, du familier. Hein. Donc on doit la croissance, la performance, tout ce qui est la séparation, le paradigme habituel en fait. Et puis si on sort, là, c'est un mouvement de sortie intellectuelle subversive qui nous permet de dissoudre le pouvoir, de dissoudre les dogmes, de dissoudre des tas de choses et ça, peut-être, peut nous amener à un moment à être en contact avec ce que j'appelle une boussole de l'âme. Je m'excuse, je vais le refaire parce que c'est vachement important. Et la boussole de l'âme, c'est en fait des questions fondamentales tout au fond. C'est celle de nos intentions et de nos aspirations. En fait, je pense que à moins d'aller là, il ne se passera pas grand-chose. C'est pas le fait de discuter collectivement de la surface qui change, c'est pas le fait d'avoir une capacité de remettre en cause nos visions, mais c'est d'arriver à ouvrir à l'intérieur de nous une espèce de boussole qui sait, en fait, au fond, quand on est vraiment sincère, qui sait que la situation ne peut pas continuer, qui sait qu'un autre monde existe et qui désire ardemment y aller et puis s'engager. Bon, je reviendrai là-dessus. Une autre vision que peut-être vous connaissez, elle est très familière, c'est celle de l'iceberg. Je l'utilise pour vous montrer simplement la même chose, mais il y a une nuance. C'est qu'il y a deux petits poissons. Et ça nous indique quelque chose qui est tout à fait clair, c'est que en réalité, bien sûr, nous sommes dans une époque, par exemple, où c'est pas la même chose d'être noir, juif, arabe. J'utilise les mots qu'on peut plus utiliser, hein, femme, homme, architecte, ingénieur. C'est pas la même chose aujourd'hui d'exister dans un monde parce que le monde à la surface influence notre compréhension et notre conscience. Mais notre conscience elle-même crée le monde, on peut dire ça comme ça. Donc nos cartes mentales créent le paysage. Les choix que nous faisons tous les jours vont créer, soutenir une série de dynamiques. Donc nous sommes des co-créateurs dans ce monde. Mais les deux petits poissons, ça indique quoi? C'est
une histoire avec deux petits jeunes poissons qui croisent un plus vieux qui leur dit Salut les gars, comment ça va? Et les deux petits poissons sont là. Et puis le vieux poisson leur dit Elle est bonne l'eau? Et les deux petits poissons s'éloignent et il y en a un qui dit à l'autre C'est quoi l'eau? Et ça, c'est nous. On nage dans un bain d'idées, de visions du monde, d'histoire. Et nous ne nous rendons pas compte qu'on est colonisé, pour le dire comme ça, par ces histoires, et donc que chaque acte qu'on fait pourrait être parfois imbibé de certaines formes d'idées toutes faites malgré nous. Ça a son importance parce que, bien sûr, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, parce que moi je ne la vois pas, mais la citation en haut de Gramsci, le vieux monde meurt, un nouveau tarde à apparaître, et dans cet interrègne, les monstres apparaissent, ce que je représenterai ici par cette représentation extrêmement schématique, mais vous voyez que en même temps, la courbe qui descend, c'est celle d'un monde en déclin qui est basé sur un paradigme dominant à l'heure actuelle, en même temps qu'un monde naît. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans la situation d'un monde qui s'effondre devant nous, un monde qui est très vorace, comme la chenille est très vorace. Vous savez qu'une chenille, elle dévore tout sur son passage et que pendant qu'elle dévore tout, tout va bien parce que toutes les cellules sont super contentes, elles ont du travail, elles digèrent, elles ont plein de choses à faire, elles ont un job. Et puis à un moment, le système s'effondre, et je reviendrai sur l'effondrement, mais pour que la métamorphose se passe, il faut un effondrement. Et l'effondrement permet à un moment la métamorphose, qui n'est pas une transformation, mais une métamorphose en papillon. Et je pense qu'on est en train d'assister potentiellement au déclin d'un monde et à l'émergence d'un nouveau monde basé sur un nouveau paradigme, mais en même temps, comme disait Edgar Morin d'ailleurs, les forces sont actives des deux côtés. C'est-à-dire que il est clair que la chenille ne lutte pas pour le papillon. Vous savez très bien ce qui se passe. La chenille lutte pour sa survie. Donc il y a des forces de régression qui maintiennent le système en place. Et plus le système en déclin est menacé, plus les forces de régression sont fortes. En même temps qu'il y a des forces d'ouverture qui permettent éventuellement de débloquer ou de se libérer. Et ces forces d'ouverture tirent dans un autre sens. D'où des tas de questions qui peuvent se poser sur la manière dont nous allons, nous, pouvoir jouer un rôle et prendre activement part à la métamorphose ou pas. À mon sens, on est à cet endroit-ci précisément, comme dit un collectif de femmes en Bolivie, prends garde au présent que tu crées, car il doit ressembler au futur dont tu rêves. Alors voilà ce dont je vais vous parler. En bref, qu'est-ce que la réalité? Comment notre regard crée le paysage et l'art de donner forme au futur? Je vais tout de suite aller voir ceci dont vous avez déjà intuitivement sans doute perçu ce dont je parle, parce que la question, effectivement, est-ce qu'on est dans la caverne et est-ce qu'on est prisonnier d'anciens paradigmes? Ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est la réalité. Et pour ça, je voudrais vous faire remarquer quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, qui est que les mots en ité, réalité, vérité, créativité, possibilité, ces mots indiquent quelque chose qui est chaque fois un rapport. J'ai pas mis le mot productivité, mais il est dedans aussi, hein. Et le mot réalité, c'est quoi en fait la réalité? Ici, c'est quoi la réalité? Cette carte, par exemple, qui a été faite par les pays du Nord, aucun doute là-dessus, hein, montre une forme de réalité. Bon, bien sûr, Korbinski a dit la carte n'est pas le territoire, on est d'accord, hein, le mot chien ne mord pas, etc. Mais voilà une autre carte qui a été faite à un autre moment, elles sont très connues. Donc là, on voit la taille de l'Afrique, le plus grand continent émergé. Ici, c'est une carte extraordinaire qui a été faite et qui est une carte vraiment basée sur des faits. Cette carte montre la véritable taille de l'Afrique avec, vous voyez, tous les continents qui rentrent dedans. L'Espagne, la France, commençant en haut à gauche, l'Allemagne, l'Italie, l'Europe de l'Est, etc. Là, on voit la taille de l'Afrique, mais en même temps que c'est factuel, c'est aussi extrêmement créatif et ça nous montre une autre réalité. Moi, ça m'a fait un choc, ça a changé ma perception. Et voilà, une forme de réalité. Chacun est en train de dessiner, de peindre ce qu'il voit, un focalisé sur un aspect, l'autre sur l'autre. Bon, c'est aussi une manière de dire qu'on prend connaissance de la réalité. Et donc, c'est quoi la réalité? Ben, c'est le réel dans les limites de nos perceptions. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le réel à gauche, c'est le réel voilé, comme disent les scientifiques. Le réel, c'est un monde qui nous est tout à fait inaccessible malgré tous nos efforts pour le comprendre.
Christian Bobin a d'ailleurs dit que le cœur humain était l'instrument le plus puissant au monde et bien plus puissant qu'un télescope pour comprendre le réel. Mais le fait est que nous n'avons pas accès au réel. Donc, tout ce qu'on a comme possibilité, c'est de se créer une réalité, c'est-à-dire d'avoir une perception du réel, une représentation du réel. Donc, on fait nos cartes mentales, comme les cartes que je vous ai montrées, qui en fait sont des cartes qui disent plus sur nos représentations que sur le réel. Et tout ça à travers des filtres qui sont divers et variés, d'interprétation, de croyances, de modèles, etc. Donc, on va développer une vision ou une série de perceptions. Et l'important, c'est de se rendre compte que nous prenons des décisions au départ de ces perceptions et puis on va agir. Tout le monde a peut-être entendu parler des grandes études qu'on fait sur les décisions. Les décisions sont prises au départ de perceptions, parfois les perceptions sont complètement fausses, mais on réfléchit très bien, parfois de manière très logique. Seulement, la manière dont on réfléchit de manière très logique ne corrige jamais le problème de perception. Donc, c'est la perception qui sont presque les prémices de départ, qui sont à questionner. Et l'art de la reperception est un art insensé, puisqu'il va falloir en fait se rendre compte que la réalité, c'est une histoire et que nous donnons sens à nos vies par rapport à des perceptions. Donc, c'est les perceptions qui permettent de donner sens au passé, au présent et au futur. Le futur est aussi une histoire, le passé aussi, on pourrait dire. Et c'est au départ de nos perceptions que nous commençons à croire à certaines choses, à croire que certaines choses sont possibles, par qui et pourquoi. Entre autres par nous, hein. Donc on peut se raconter une histoire sur le fait d'être invité à aller à un endroit et se dire ah non, c'est pas possible, je peux pas y aller, je suis pas digne de ça. Les croyances que nous avons sur le futur, sur la mort, sur plein de choses. Je voudrais insister ici, j'aurais dû mettre ça en très très grand, mais donc il faut dire une chose, c'est que nos perceptions sont des mondes imaginaires qui manquent parfois d'imagination. Hein, il y a une différence, c'est pas parce qu'on a déconnecté parfois des faits que nous avons de l'imagination pour le futur, on est parfois extrêmement coincé et limité, ce qui est un peu un problème de notre époque. Et on peut dire donc que nos vies ne sont pas imaginaires, mais que nos imaginaires donnent forme à nos vies. Ça veut dire que toute la manière dont on se représente le réel va avoir un impact sur la façon dont on va créer ce réel. D'où la question fondamentale d'ouvrir les portes de la perception par tous les moyens, j'allais dire, mais je ne voudrais pas encourager des mauvaises pratiques. Mais en tout cas, ouvrir les portes de la perception, changer la manière dont on regarde, c'est fondamental. En plus de ça, il faut rajouter le fait que le futur est aussi une histoire, comme je viens de dire. Donc le futur, c'est le récit des possibilités à venir dans les limites de notre imagination. C'est ça en fait, hein, c'est qu'est-ce qu'on se raconte qui est possible dans les limites de ce qu'on est capable d'imaginer. Et ça a une importance capitale parce que vous connaissez peut-être cette histoire de Bannister, qui est un homme qui a battu le record de la course à pied du 4 miles pardon, du mile en 4 minutes. Ça doit être l'un ou l'autre. Il a battu un record et avant qu'il batte le record, tous les médecins et tout le monde lui a dit c'est impossible, tu peux pas le faire, tu n'y arriveras pas, c'est dangereux, c'est même dangereux pour la santé. Et puis voilà ce coureur qui bat le record. Et dans la même année, plusieurs personnes battent le record. Ce qui veut dire que la question n'était pas physique, mais que ce qui a vraiment changé, c'est que des gens ont commencé à croire que c'était possible, donc ils l'ont fait. Et ça montre bien que quand on change ce que nous croyons possible ou impossible, eh bien, on change de vie en réalité. Donc, c'est ça, faire un trou dans la bulle, c'est complètement changer ce qu'on croit. Vous savez qu'il est important à ce stade qu'on se rende compte, en effet, que ce que disait cet auteur de fiction, le futur est déjà là, mais il n'est pas distribué de manière égale. Ça veut dire qu'en fait, le futur, de toute façon, il est déjà là. La science tend à le montrer, beaucoup de philosophes l'ont montré. Il y a quelque chose de ce jeu de mots en anglais qui marche terriblement bien, si vous voyez ce que je veux dire. Le futur, il est nowhere à droite, donc il n'est pas là, comme on dit qu'une utopie n'est pas là, elle est nulle part, hein, nowhere. Et puis on bouge une lettre et on a now here, ici maintenant. Et ça, en effet, à mon sens, c'est la perception même du futur. Ça veut dire que nous vivons tous avec un futur qu'on imagine, et ce futur, il est déjà là. Le futur est déjà arrivé. Donc c'est très, 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 très crucial par rapport à l'ensemble des choses enfin, de ce qui se passe aujourd'hui, parce que selon qu'on imagine un futur ou un autre, on voit bien que la représentation du futur
a un effet sur notre expérience de la réalité. C'est pas la même chose d'imaginer la mort du monde, donc l'apocalypse, ou d'imaginer euh, la fin d'un système qui est néfaste et un très beau futur. L'avenir, il est déjà là. Ça veut dire en fait que pour des jeunes, entre autres, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans Apocalypse Now, comme on dit maintenant. Ils sont dans une histoire où le monde est fini, hein, donc c'est un monde qui se termine. Une conscience politique d'un futur a jamais disparu, comme toute la génération Greta Thunberg qui disent qu'ils ne veulent pas faire d'enfants parce que pour eux, il n'y a pas de futur. Et il y a d'autres qui se battent pour No Apocalypse, Not Now, qui est de créer un futur désiré. Je ne dis pas qu'ils s'excluent mutuellement, mais il y a des choix à faire, et ces choix à faire, ça va être aussi important de voir comment nous sommes, comme je vais dire plusieurs fois, complètement capturés dans des forces de régression, dans la peur, dans le manque d'imagination, ou capables d'ouvrir. Et c'est là la puissance, effectivement, et le pouvoir et la liberté qu'il nous faut actionner. Voilà, pour revenir là-dessus, c'est pas la même chose. Donc ici, je viens de vous montrer la réalité. En fait, je voudrais juste vous montrer, j'ai fait un gros plan sur un arbre. J'ai fait un petit test pour vous en regardant comment l'intelligence artificielle comprenait ce que je lui demandais quand on fait un gros plan sur les racines et qu'on voit ce qui se passe. Parce que je pense qu'une question se pose sur le sol. Le sol, disons, ce serait nos imaginaires. Vous vous rappelez le petit arbre de tout à l'heure? Nos imaginaires sont comme le sol à partir duquel nos aspirations peuvent émerger. Donc il y a une question sur le sol. Il y a une question fondamentale de voir comment on va le nourrir et qu'est-ce qu'il y a dans le sol qui peut aider à transformer le paysage. Comment est-ce qu'on peut faire émerger et réinventer nos vies from the ground up, comme on dit en anglais, donc nourrir une écologie des possibilités et nourrir des graines du futur qui sont dans le sol et qui y sont déjà, bien sûr, pour faire émerger des nouveaux possibles. Juste un mot sur la vérité. Par exemple, une croyance que le cerveau crée la conscience qui est complètement renversée par la science à l'heure actuelle. Mais comme dit, bon, vous irez voir si ça vous intéresse, mais que le cerveau ne produit pas la conscience, il la capte. Depuis des années, un très grand scientifique, David Bohm, a dit que la science est une aventure de perception. Donc il est sûr que la science, en fait, produit des visions du monde, dont celle-ci, par exemple, un paradigme ancien. Et regardez bien, c'est le plus étroit dont je vais parler. L'homme est individu, l'univers est fragmenté. C'est le paradigme dans lequel on vit, hein. La pensée est linéaire. L'humain est au-dessus de la nature et il est là pour la dominer. La vie, c'est de la matière. Et en dehors de la matière, il n'y a plus rien. Donc quand on meurt, il n'y a plus rien. Le but du progrès, c'est plus de consommation et de pouvoir. More, more. L'économie, c'est de la compétition, le profit, l'exploitation linéaire des ressources, du take, make, waste, comme on dit, et globalement la croissance. Et le rôle de l'humanité, c'est maîtriser la nature à son service. Ce qu'on voit, en fait, c'est que ce paradigme, même quand on ne le voit pas, c'est comme les poissons, je vais vous rappeler ça, on ne voit pas à l'intérieur de quoi on fonctionne, mais on peut très bien prendre une série de décisions au départ de cette vision que j'appellerais relativement normalisante et étriquée, alors que depuis des années, un paradigme a émergé qui montre très bien, et à travers la science d'ailleurs, il a émergé à travers la science et d'autres aspects, que l'homme est connecté, que l'univers est un champ énorme de conscience et qu'il est lui-même conscient, que la pensée n'est pas linéaire mais circulaire, que l'homme pourrait très bien, au lieu de se considérer comme au-dessus de la nature, mais se considérer lui-même dans de la nature, et qu'est-ce que ça changerait? Que la matière est une toute petite partie de la vie, mais qu'en fait, il y a beaucoup plus d'invisibles que de visibles. Et qu'est-ce que ça change? Que le progrès, ça pourrait être avoir une bonne vie ou vivre bien ou quelque chose qui n'a rien à voir avec la consommation, évidemment. Que l'économie pourrait tout à fait se positionner autrement que comme la compétition. Et que le rôle de l'humanité, ben, ce serait de servir la vie sous toutes ses formes. Je dis ça parce que moi, il me semble que si vous vous sentez à l'intérieur de votre corps, c'est pas du tout pareil d'agir au départ d'une vision du monde ou de l'autre, et qu'en fait, ça nous amène à des tas de choses sur lesquelles je vais passer vite, hein, mais on connaît les égo, des modèles de propriété ou des modèles de relation. Je passe, hein, mais celle-ci particulièrement, c'est-à-dire qu'on est incapable de se rendre compte de comment on va pouvoir mettre ensemble l'écologie, qui est l'étude de la maison, avec l'économie qui, en fait, serait normalement l'étude des règles de la gestion de la maison. Et on voit bien qu'on a un petit problème d'inversion de service là. On est plutôt en train de mettre l'écologie au service de l'économie que l'autre partie. Donc, c'est notre vision du monde à l'heure actuelle.
et je vais vous montrer en fait comment effectivement le regard crée le paysage euh, en introduisant ceci. Peut-être c'est un de mes livres favoris, Jérémy Narby, qui a écrit Le Serpent cosmique, qui était un anthropologue qui a fait une étude des civilisations indiennes qui utilisaient des plantes psychédéliques dont l'ayahuasca pour se rendre compte que il pensait quand il a été là, jeune, que c'était ridicule de ce que le disaient les Indiens. Il lui disait les plantes nous parlent. Et lui a dit, mais c'est ridicule, les plantes ne parlent pas, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que l'industrie pharmaceutique avait globalement spolié tout le savoir de ces sociétés pour arriver à faire de la pharmacologie qui n'était presque pas aussi bonne que la leur, mais en tout cas, on avait même labellisé, breveté des plantes que les Indiens utilisaient. Alors que la question, c'est de savoir comment est-ce qu'eux sont arrivés là. Et il s'est juré de retourner chez eux et de se demander s'il était vrai que les plantes parlaient avec les hommes, s'il fallait plutôt le croire pour le voir, pardon. Et en effet, il a pris conscience qu'il fallait prendre conscience de son regard, ce dont il parle dans son bouquin, en expliquant que, par exemple, cette photo-là, vous voyez, elle est floue et que si on bouge cette photo, pardon, si on défocalise son regard, donc on floute son regard, on voit apparaître une série de choses qu'on ne voyait pas auparavant, des visages, ça s'appelle un stéréogramme, et ça nous permet de comprendre que parfois la seule question, c'est de défocaliser nos yeux, d'arrêter de regarder de manière trop rationnelle pour pouvoir prendre connaissance du monde avec une vision différente qui relie, dans son cas, c'était les visions indigènes à une autre vision pour nous rendre compte de ce qu'est la nature. Alors, je voudrais juste mentionner ici, puisque ça me paraît important, que nous, on a des lunettes. Et je disais que les lunettes importent. Voilà, les lunettes biologiques. On entend souvent dire que le cerveau, c'est comme un ordinateur, mais c'est comme dire que soudeur, c'est comme un fer à souder. Ce que dit un de mes amis, mais la différence entre le soudeur et le fer à souder, ça devrait apparaître à tout le monde, c'est l'outil et la conscience. Et c'est pas exactement pareil parce que en fait, la technologie change notre mode d'attention au monde, mais pour le dire ainsi, notre biologie a aussi son mode d'attention au monde. Ce qui est très connu, c'est l'idée du cerveau gauche et cerveau droit. Ce qui est moins connu, c'est qu'il y a un homme, il y a plusieurs manières de diviser le cerveau, évidemment, hein, mais elles ont toutes été testées et tous les neuroscientifiques disent qu'on est à la préhistoire. Il y en a une qui me plaît bien, c'est un homme qui a travaillé sur le cerveau divisé et qui dit que nous avons évidemment deux hémisphères, le gauche et le droit, vous le voyez, reliés par un corps calleux qui permet le fonctionnement harmonisé, et que les deux continuent à exister parce qu'on se sert des deux en même temps et ils ont chacun des préférences, comme par exemple, évidemment, l'hémisphère gauche qui est plutôt logique, qui est dans une pensée objectivante, hein, et qui est une pensée quantifiable. Il est très bon sur la description de ce qui est. Et la question, c'est qu'il va objectiver le réel et qu'il va plutôt analyser, il va faire des Legos, il va mettre les choses dans des catégories et il a besoin de découper pour comprendre, de séparer pour comprendre, de cliver. Donc, cette pensée, en plus, est linéaire et sur une causalité relativement linéaire. C'est globalement la méthode scientifique et le champ scientifique qu'il utilise avec la technologie qui s'en sert. Ce qui est remarquable, on peut le dire, l'idéal de cet hémisphère, c'est le robot. Et puis, on a un hémisphère droit qui, lui, est totalement... il préfère se concentrer sur ce qui est plus l'esprit que la matière, le non mesurable. Il est très réceptif à la poésie, à l'art, il va lui créer ce qui n'existe pas encore. Il est plutôt dans une relation de sujet et de relation réelle avec empathie que sur l'objectivation. Et son point fort, c'est la perception globale plutôt que la découpe. Donc lui, il va plutôt engager des réflexions systémiques et une des choses les plus cruciales, c'est que l'hémisphère droit se préoccupe de la question du sens, et la question du sens intervient par la globalité. Vous savez que si je dis il a plu hier, le sens de la phrase, c'est le fait de les grouper, la vision globale. Chaque mot en tant que tel ne va pas donner le sens de la phrase. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence majeure. Ici, il y a le sens ne peut venir que par le cerveau, l'hémisphère droit. Et l'hémisphère gauche ne questionne pas du tout le sens. Or, nous vivons autant de pain que de sens, comme on dit. Et en plus, les questions éthiques ne peuvent pas être posées par l'hémisphère gauche. Donc, ça a une importance capitale parce que voilà, l'hémisphère gauche à l'œuvre, hein, c'est ce qu'on appelle le reconnu et le toujours reconnu.
Et puis, ici, il y a une histoire que j'adore, mais je vais pas pouvoir le faire. Ici, par exemple, demandez-vous ce que vous voyez. La plupart d'entre nous voient un tigre. Et ben, dans d'autres cultures, ici, nous, on dit souvent, qu'est-ce que c'est, ceci? Il y a beaucoup de l'hémisphère gauche va se focaliser sur la tache rouge, alors qu'on est dans un énorme paysage. Et c'est intéressant de voir qu'on a effectivement les deux hémisphères actionnables et que nous avons une civilisation globalement qui a beaucoup fait de l'hémisphère gauche un roi, comme on dit. Et le fonctionnement de l'hémisphère gauche, en fait, qui a besoin de séparer, a donc créé une représentation du monde qui est clivée et porteuse de valeurs, d'objectivité, de séparation. Et on finit par penser que c'est tout à fait normal d'être séparé de la nature, de se voir comme séparant la tête et les mains, le cœur et l'esprit, le dedans, le dehors. C'est notre façon de regarder le monde qui est ancrée, mais c'est une représentation qui a à voir aussi avec des lunettes biologiques en plus. En plus de ça, ce que je veux dire, c'est que là, il y a une limite très claire de la science qui ne questionne pas le sens, hein, donc la valeur de certaines choses, ni les questions comme la mort, de l'infini. La science crée une représentation du réel qui cherche à approcher de la vérité, mais n'est pas la vérité. Et donc la science elle-même a construit un mythe. Le mythe de la vérité, le mythe d'autres mythes. Et enfin, je voudrais vous dire, ça donne naissance à un monde technoscientifique d'aujourd'hui qui fait qu'on a beaucoup de mal, notamment quand on fait la carte du paysage, pour le dire pas seulement à votre façon, mais d'autres, on a du mal à avoir d'autres rapports à la réalité et d'autres voies d'accès, et ça crée quelques difficultés. Je vais vous en citer une ici. Je pense que moi, j'ai trouvé ça super aidant. J'espère que ça va vous aider. Je vais le faire très bref. Je me réfère aux travaux de Luc Biget, qui montre 4 regards ou 4 voies d'accès à la connaissance. Et voyez en fait ce qui se passe sur ces cadrans. Ces 4 cadrans, on peut les utiliser dans sa vie quotidienne. À gauche, il y a le regard qui met en avant la séparation ou les parties ou le jeu. Regard sur la connaissance ou regard sur une réalité. À droite, il y a le regard qui mettra l'accent sur la globalité. En bas, le regard qui met l'accent sur le concret, la matière, la substance, le monde des formes. Et en haut, le regard sur l'invisible ou le monde du sens. Pour certains, l'invisible est donc la cause du monde d'en bas, du concret. Mais admettons, je prends un premier point. Si je veux faire connaissance avec, par exemple, un papillon et une chenille, je peux avoir une connaissance, un mode d'approche scientifique. Je vais séparer la partie et le tout et m'intéresser à la matière et observer les parties. Je vais même disséquer. Je vais peut-être essayer de reproduire comme on le fait dans les universités, n'est-ce pas? On découpe la vie pour essayer de comprendre la vie alors que la vie nous échappe par ces moyens. Et cette pensée analytique et logique permet de produire une forme de connaissance concrète. Maintenant, évidemment, je peux aussi me dire que je vais essayer de placer la, les choses. Par exemple, une rose, je peux l'analyser à gauche dans ses parties, je peux la mettre dans son biotope et essayer de comprendre de manière systémique les liens entre elle et son biotope, ou comprendre la complexité de l'évolution et le lien de la chenille au papillon dans une évolution toujours concrète et systémique. Là, je produis une pensée, disons, plus écologique. Et puis j'ai peut-être encore plein d'autres possibilités, dont une que je trouve, pardon, j'ai oublié de vous dire ici, c'est l'effet papillon, bien sûr, la théorie du chaos, hein. En haut, évidemment, si je commence à me poser d'autres questions, je vais arriver à une connaissance dite symbolique, donc une connaissance qui permet de voir quel est l'intérêt et la métaphore, donc que j'utiliserai d'ailleurs avec vous, de la métamorphose de la chenille en papillon et en quoi le sens symbolique peut être intéressant. Je pense que ça peut nous donner des tas d'idées sur la manière dont nous-mêmes nous actionnons symboliquement comme chenille ou comme papillon. Et dans une certaine mesure, toute la perception du sens, les mythes, les métaphores, la poésie sont impossibles à appréhender par une pensée qui serait scientifique, puisqu'ils fonctionnent dans un autre style, mais qu'ils sont eux-mêmes des sources de sagesse importantes. Et enfin, tout ça n'a aucun intérêt si je ne reviens pas vers une connaissance opérative, une mutation de la conscience, disons une intelligence du cœur. Donc je dis ça parce que si on prend une rose, pour revenir là-dessus, connaissance scientifique, je la dissèque, connaissance systémique, je la vois dans son biotope, connaissance symbolique, il y en a une, et puis je vois ce qu'elle fait quand je reviens vers la rose et que je vois moi-même si ça me donne une occasion de me transformer. Même chose avec la métaphore de la chenille et du papillon, en quoi est-ce que moi-même je suis en train de mourir et de renaître? Et notre civilisation, évidemment,
aurait intérêt peut-être à actionner les quatre, donc à se situer au cœur, parce qu'en effet, au cœur se trouve l'idéal et n'importe quelle maladie, n'importe quelle vie, n'importe quel événement peut être envisagé avec les quatre modes d'accès à la connaissance, logique, écologique, analogique, chamanique, disons. Donc, quelle carte est-ce qu'on fait si on prend en compte toutes ces dimensions, dont les deux à gauche font évidemment, pardon, dont celle d'à gauche fait penser en bas beaucoup plus au cerveau gauche, vous vous rendez compte, celle à droite fait penser au cerveau droit, et celle au-dessus fait penser à toute une forme de questionnement du cerveau droit. Il y a un livre que j'ai lu il y a des années qui s'appelle Wisdom Sits in Places, donc la sagesse a lieu dans les territoires, et qui mentionne une rencontre entre deux grands scientifiques, Niels Bohr et Werner Heisenberg, qui sont deux grands physiciens de notre époque, qui sont en conversation dans un château à Kronberg, un château dont la légende veut que, enfin, où la légende dit qu'Hamlet a vécu. Et Niels Bohr dit à son ami: n'est-ce pas étrange à quel point ce château change aussitôt qu'on imagine qu'Hamlet a vécu ici? Et il décrit en effet qu'en tant que scientifique, ils auraient tendance à se concentrer sur la matière, mais que le fait que Hamlet ait vécu ici potentiellement, donc le fait de l'imaginer, cette trace du passé, change tout. Et que tout d'un coup, il s'imagine que Hamlet va arriver et va dire to be or not to be, that's the question. Donc voilà, donc lui, des hommes de la matière expliquent en quoi, même les scientifiques, en fait, dès qu'ils font intervenir une autre donnée imaginaire ou mythologique, la matière change. Et ouais, je vais devoir passer ceci de manière rapide parce que je vois que je suis extrêmement en retard. Donc, je vais arriver à ce que je voulais vous dire ici. Donc, vous avez compris que je pense effectivement qu'on est en train de créer un Mad Land. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va contribuer aux solutions ou à la dissolution, hein, à la métamorphose? Effectivement, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que les approches d'un monde ou d'un autre sont complètement différentes, hein, ça vous voyez ce que je veux dire. Les approches as usual dans le monde, égocentriques, etc. Donc on a deux mondes différents, et ces deux mondes, en fait, se considèrent chacun comme normaux. Ils regardent les autres, celui qui est à droite regarde le premier comme un dinosaure, celui qui est à gauche ne comprend même pas de quoi on parle et traite les autres d'idéalistes. Mais comme on dit, ce qui est vrai, c'est que le monde que nous avons créé est produit par nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes changer notre façon de regarder, notre manière de penser plus exactement, et pas seulement nos récits, je pense, hein, c'est une manière de penser pour que nous puissions changer le monde que nous créons. Le problème étant que nous ne voyons pas que nous sommes prisonniers de la caverne de Platon. Donc ça, c'est le plus important parce qu'il faut le voir. Et on a effectivement, pour le moment, en plus de ça, trois problèmes, dont un, c'est une crise existentielle. Le deux, c'est qu'on ne comprend rien au monde. On ne comprend rien au monde qu'on a créé. Et le trois, c'est qu'on a une crise de l'imagination qui est très importante, puisqu'on a créé un monde, la bifurcation, ça veut dire qu'on ne voit pas de l'autre côté du tournant, hein. On a créé un monde dans lequel on a amélioré la qualité de vie, notamment la société de consommation a amélioré notre monde, il n'y a pas à dire, mais on arrive à un stade de bifurcation où on ne peut pas se poser la question de toujours plus parce que elle ne va pas dans le sens du mieux. Et on a depuis très longtemps atteint un stade où effectivement il faut bifurquer, mais on ne voit pas nécessairement vers quel futur. Et on a un problème là-dessus que je vais synthétiser d'une certaine manière euh, en disant cette phrase de Frédéric Jameson: il est aujourd'hui plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Ce qui montre bien que nos esprits, en réalité, sont terriblement colonisés par le capitalisme et que, comme disait Margaret Thatcher, c'est elle qui avait inventé l'expression Tina, there is no alternative. Donc on n'arrive même pas à imaginer une alternative viable à notre monde qui soit crédible. Je dis qu'il y a simplement deux problèmes qui ne sont pas techniques là-dedans, pas technologiques, qui sont des problèmes existentiels et des problèmes de conscience et de façon de regarder. Ça me paraît important. Je passe parce que je viens de vous le dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme choix? Comment est-ce qu'on peut créer le futur et au départ de quel paradigme? Est-ce qu'on va préserver le passé et la chenille?
Est-ce qu'on va être prisonnier des forces d'ouverture et du manque d'imagination? Est-ce qu'on va pouvoir créer le futur au départ de nos désirs? Et quel scénario est-ce qu'on va imaginer? Il y en a un qui est très simple et qui est à l'œuvre partout. Ça peut faire l'objet de toute une autre conversation sur le business as usual, dans les gens qui continuent à innover en créant des solutions qui ne servent à rien d'autre qu'à préserver le système, Apocalypse Now ou l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je voudrais vous proposer simplement une métaphore qui va vous permettre de voir comment faire autrement. Et cette métaphore, je suis à la dernière partie, c'est celle qui va nous permettre de créer le futur qu'on imagine et désire comme cause du présent. Alors, vous avez bien vu que la vision du futur change tout. Je vous propose de simplement vous rendre compte effectivement que quand on regarde le présent et qu'on imagine un futur désirable, l'effet prospectif va avoir un effet rétrospectif, c'est que on va avoir une rétrospective, c'est-à-dire que du futur qu'on imagine, on peut faire des choix aujourd'hui qui sont différents. Ça, c'est l'impact du futur sur nous. C'est-à-dire que cette double vision, la qualité même de la double vision, c'est ce qu'on appelle la possibilité de libérer le présent grâce au futur que l'on imagine. Sinon, on est coincé dans un présent qui est éternel. Comme on disait tout à l'heure sur le Nowhere, Now Here. Alors, je voudrais vous raconter quelque chose qui est biologique aussi et qui est vraiment, je pense, une des clés fondamentales. C'est cette histoire de l'effondrement de la chenille et du papillon. Euh, Bruce Lipton et d'autres biologistes racontent assez bien qu'au moment de l'effondrement du système de la chenille, au moment où le système, la chenille a très fort grossi et qu'elle s'arrête de manger parce qu'elle est à son maximum, elle s'effondre et à ce moment, les cellules de la chenille se mettent à paniquer parce qu'elles n'ont plus rien à faire et que le système, les structures commencent à se dissoudre. Et au moment où ces cellules se paniquent, il se trouve que d'autres cellules se réveillent. Et ces cellules, le mot pour les nommer, c'est cellules imaginales. Les cellules imaginales sont toujours là, elles sont les graines du futur. Elles sont toujours là et elles ne se réveillent que parce qu'il y a effondrement dans le système. Et quand elles se réveillent, elles commencent à se reproduire à toute vitesse et à se grouper. Donc les cellules du système, les cellules immunitaires de la chenille les prennent pour une menace, ce qu'elles sont, une menace pour le statu quo, c'est-à-dire pour le maintien de la chenille. Elles commencent à les attaquer et les cellules imaginales en profitent pour se reproduire à toute vitesse et elles gagnent parce qu'elles se clusterent, elles se groupent. Et à un moment, eh bien, le système bascule vers la métamorphose du papillon. Ça, je pense que c'est intéressant parce que ça nous offre le choix de savoir si on va, dans le fond, être plutôt comme les cellules du système immunitaire qui se basent pour la préservation, qui se battent pour la préservation, ou si on va pouvoir se battre pour autre chose. Et ça me permet de vous dire une chose, c'est que être réaliste demande de la vision, hein. Les cellules imaginales, elles ne paniquent pas parce qu'elles voient le futur. Et c'est leur vision du futur qui leur permet d'avancer. Donc quand on nous dit, moi je suis réaliste, non, il y a des gens qui sont simplement sans vision. Il nous faut une vision du futur pour prendre les meilleures décisions aujourd'hui. Et là, je terminerai. Est-ce que je ne sais pas si Françoise veut me faire une remarque par rapport au timing, parce que Non, est-ce qu'il non, faut. on est pile poil dans les temps. D'accord. Donc je vais terminer avec ceci. Vous montrer assez brièvement le shippership en action. Le shepherdship en action, c'est la meilleure métaphore pour le décrire, c'est le Fosbury Flop de l'esprit. Donc cet athlète qui n'était pas très bon et qui, en 1964, je pense, a fait un saut en arrière qui lui a permis de battre le record du monde du saut en hauteur en, en ayant une approche qui n'avait jamais été vue. Et voilà, le shepherdship, ça va être l'altitude. Attitude, c'est prendre de l'altitude par rapport aux choses et pouvoir regarder avec des perspectives qui sont très différentes et très précises. Simplement, ça va vous sembler évident, j'espère, hein, ça commence par la prise de conscience qu'on est effectivement libre de changer notre façon de voir et donc que nous pouvons prendre conscience qu'on est d'une certaine manière pas obligé de rester enfermé dans la caverne de Platon ni d'attendre que quelqu'un vienne nous libérer. Donc on peut nous-mêmes, on a la liberté et le pouvoir de le faire. La clé, c'est très simple, c'est de pouvoir percevoir, c'est-à-dire voir de manière créative, visionnaire, courageuse, parfois révolutionnaire,
radicale, hein, et vivante, la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait être. Donc, de pouvoir à la fois regarder le monde au-dessus de la surface et en dessous de la surface, le monde tel qu'il est sans en être prisonnier. Donc, surtout pas être obligé de croire au il faut, on doit, qui sont si lourds et qu'on nous bassine tout le temps. Surtout pas rester prisonnier des autoroutes familières de la pensée et des dogmes. Et de pouvoir imaginer des choses, les réalités telles qu'elles pourraient être, au-delà de ce qui est, et certainement au-delà de ce qui semble possible à la majorité. Donc, de pouvoir utiliser des échelles mentales pour sortir des autoroutes et aller voir d'autres paysages. Les deux sont importants et faut donc descendre et faire ouvrir les perspectives horizontalement et verticalement, comme je vais vous montrer. Le verticalement, vous l'avez déjà vu, je vais pas revenir dessus, hein, verticalement, c'est de descendre, et l'horizontalement et vertical en même temps, c'est donc trois perspectives. C'est très simple, en fait, on fait un saut en imagination grâce au fait qu'on va pouvoir regarder les trois perspectives, c'est avoir trois visions simultanées. Vous voyez mes trois courbes, je crois que je n'ai pas un dessin plus simple que ça. En fait, la courbe rouge, c'est le monde en crise aujourd'hui, donc c'est les approches qui ne sont plus viables. La courbe verte, c'est le monde du futur qui est viable et qui est en fait déjà émergent dans le présent. J'espère que c'est clair, les cellules imaginales sont en bas à gauche. Donc, les graines du futur, les prototypes du futur, elles sont déjà là. Et la courbe bleue, c'est le monde en transition. C'est des innovations dites disruptives qui sont parfois peu efficaces pour basculer le système et parfois très, très efficaces pour maintenir la courbe rouge en vie. Et donc, le shapership, c'est être capable de regarder, je m'excuse du mot business as usual, mais c'est une expression toute faite, hein, donc les approches qu'on utilise d'habitude, et de pouvoir avoir une vision du présent au-dessus et en dessous de la surface, comme on va le voir, en même temps, enfin, pas en même temps, en séquence, en ayant une vision du futur qui est radicale et qui est basée sur des aspirations complètement différentes. Et c'est la capacité qu'on aura de transcender les horizons habituels, donc d'échapper au paradigme qui domine en un pour ouvrir en deux, qui va nous permettre d'écarter euh, les horizons, comme on dit, des visions, de manière telle que la notion même de transition pourrait avoir un sens. Je pense à ça parce qu'aujourd'hui, la transition, ça fait des années qu'on en parle, mais c'est tout le temps la même chose, en fait, c'est tout le temps les mêmes idées. Et on a tendance à penser que c'est ça qu'il faut pour le futur, alors qu'on n'a toujours pas de vision du futur. Et puis, je pense qu'il faut vraiment arriver à se rendre compte qu'il y a des graines du futur qui sont des utopies concrètes, qui n'ont plus rien à voir avec ce que la transition était il y a 20 ans, et que ces utopies elles-mêmes ne sont en général pas capables de se coalescer, de se clusterer. Elles sont comme les cellules imaginales, mais elles ne sont pas assez groupées. Et là, on peut réinventer, au lieu de parler simplement de transition, qui, à mon sens, est toujours un peu évolutif. Donc ça donne trois choses. Quand on veut pratiquer l'art de donner forme au futur, un, on va pratiquer la résistance créative, le grand non. Ça veut dire quoi? Pardon, je vais lire les trois. La résistance créative, le grand non. Le deuxième, c'est la vision transformative, le grand oui. Et le troisième, l'expérimentation anticipatrice. Alors, je me suis rendu compte que tous les gens que j'avais étudiés pour écrire ce bouquin, premièrement, ils sont des activistes du futur. Ça veut dire que, un, ils regardent la réalité telle qu'elle est. À gauche, vous voyez ce que je veux dire? Ils regardent la réalité telle qu'elle est, au-dessus et en dessous de la surface. Et au lieu d'être prisonniers de la caverne de Platon, ils questionnent mais radicalement les idées toutes faites parce qu'eux considèrent que euh, ce statu quo n'est que le Moyen Âge de la pensée et qu'il faut absolument résister. Et ils vont résister de manière plus ou moins radicale, et très radicale et parfois très grossière. Ils vont en gros dire un grand non au monde dont ils ne veulent plus. Je dis ça parce que un grand non est la condition pour arriver à dire un grand oui. Pas de grand non, pas de grand oui. Et là, pour arriver à dire un grand non, il faut forcément descendre dans les racines de l'arbre, tout au bas, tout en bas, tout en bas. Et après qu'ils aient dit un grand non, et que, en gros, là, ils seraient juste des activistes s'ils n'allaient pas plus loin. Les activistes disent des grands non, mais ils ne disent pas forcément un grand oui. Or, il faut dire un grand oui. Ce grand oui, c'est oser une vision qui est complètement différente et qui rend visible un futur désirable qui va permettre d'ouvrir des pistes, et c'est le I have a dream. Il l'a dit,
il n'a pas dit I have a nightmare, hein, parce que c'est intéressant, il a dit j'ai un rêve. Donc il y a des aspirations qui peuvent être en phase avec enfin, il faudrait le futur soit en phase avec nos aspirations et avec les impératifs de notre époque. Et en même temps, on doit aller regarder ce qui nous inspire. Et alors, à ce moment-là, on peut rendre visible la transition et réinventer le monde et nos vies. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais je pense vous dire avant que là, dans toute la tradition juive, nietzschéenne, toutes les histoires que je connais qui sont vraiment révolutionnaires sont basées sur cette articulation, qui sont articulation du grand non et du grand oui. Dans Zarathustra de Nietzsche, il en parle très bien en parlant des trois métamorphoses de l'esprit, du chameau, le lion et l'enfant. Et il raconte en fait que le chameau, première métamorphose, le chameau part dans le désert avec tous les il faut, on doit. Et il faut que l'esprit se métamorphose en lion. Pourquoi? Parce qu'il faut un grand non. Il faut un lion qui tue les idoles, qui tue les il faut, qui tue toutes les croyances toutes faites. Et puis il dit il faut une troisième métamorphose, que l'esprit se métamorphose en enfant. Et pourquoi? Parce qu'il faut un grand oui. Alors voilà un exemple de shepherdship à l'œuvre. Rob Hopkins, qui est non pas le leader pour moi, mais le shaper du Transition Movement. Et Rob Hopkins, en fait, jeune homme qui habite à Totnes en Écosse, qui est un écologiste qui est parti beaucoup voyager, vie spirituelle intense, hein. Il a commencé en 2004 face au pic pétrolier, qui est quelque chose que vous connaissez très bien, vous, a effectivement envisagé à un moment qu'il fallait dire un non clair au capitalisme et qu'il ne fallait certainement plus attendre des politiques et des institutions traditionnelles de trouver une solution qui est post-oil. Donc il s'est dit à un moment, ça suffit comme ça, je ne vais pas attendre. Et ce grand nom a évidemment donné un grand oui qu'il a appelé l'optimisme engagé, c'est-à-dire une transformation de la communauté par la communauté, pour elle-même, par l'imagination. Et il a mis en place une expérimentation qui est connue, qu'il a documentée. Il n'est pas le premier à avoir fait ça, mais il est le premier peut-être à avoir documenté de cette manière-là. Euh, et il a créé la première ville en transition, donc un groupe de citoyens qui se réunit pour co-créer des réponses créatives au monde post-oil. En 2007, sur la BBC, on considérait que c'était le mouvement historique le plus puissant du siècle. Et Rob Hopkins a fait ça sans avoir d'organisation et sans avoir de pouvoir en réalité. C'est juste un type extrêmement sympathique avec une très bonne organisation de documentation de ce qu'il fait et une inspiration. Et c'est vrai que c'est un homme qui travaille à la fois sur le grand non et le grand oui. Son grand non est très clair, son grand oui est très clair. S'il n'y avait pas de grand non, c'était pas intéressant. S'il n'y a pas de grand oui, c'est pas intéressant non plus. Et s'il y avait que le comment faire, ça serait plat. Hein, c'est un peu ça qu'on voit. Un de mes préférés, c'est le docteur V en Inde, qui est un docteur en ophtalmologie, qui à 55 ans se retrouve atteint d'une arthrite paralysante et ne peut plus opérer. Mais comme il est en Inde, il regarde, il fait face à la réalité telle qu'elle est. Et il voit 12 millions de gens qui perdent la vue par manque de soins préventifs dans son pays. Et à ça, il dit un grand non. Et cet exemple, ça permet de comprendre physiquement, je pense. Le non, c'est non à la cécité inutile. Et son oui, c'est oui pour éliminer la cécité inutile chez les pauvres. Vous remarquerez que le grand oui, c'est très clair, hein. C'est comme une flèche qu'on décoche et c'est le I have a dream. Tout le monde se plante l'index dans la tempe et dit, c'est impossible ce truc. Et effectivement, il a 11 lits, il y a 7 médecins, tout le monde lui dit, tu vas pas y arriver. De là, il part dans une réinvention complète d'un système et il va créer un système global intégré dans lequel il n'y a aucune compétition, une série d'acteurs qui sont une coalition d'acteurs qui vont se rallier pour faire en sorte que ça puisse se faire. Ils sont tous unis autour de la colonne vertébrale qui est le grand oui, éliminer la cécité inutile chez les pauvres. Là, au moins, ils sont d'accord. Et ils vont créer un système pour que les femmes euh, euh, dans les campagnes indiennes puissent être éduquées à des diagnostics préalables des yeux, alors qu'elles sont souvent analphabètes. Il va créer une alliance des centres de télémédecine. Comme les pauvres sont trop pauvres pour venir, il va créer un système de transport. Il amène les pauvres à l'hôpital, où ils sont opérés cette fois plus vite que les autres parce qu'ils sont, enfin qu'en Europe, parce que les médecins ont trouvé un système pour bouger les tables. Évidemment, ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là pour éliminer la cécité inutile. Et puis, eux, il faut qu'ils se trouvent une paire de lunettes s'ils en ont besoin parce que, ils ne reviendront pas. Donc, on fait une usine de lunettes.
etc., etc. Et à un moment, ils trouvent un système dans lequel 50% des gens ne payent pas, les pauvres ne payent pas, et les riches payent en prenant un logement, ils payent pour deux pauvres. Le système a été évalué il y a quelques années comme celui qui est le plus efficace du monde en termes d'ophtalmologie, à 1% de ce que ça coûte en Europe. Voilà, pour vous dire qu'en 2020, ils ont, toujours inspiré par le docteur V qui est mort entre-temps, ils ont décidé de transférer leur grand oui vers ceci, éliminer la cécité inutile dans le monde. Évidemment, ces gens n'ont pas de concurrents puisque ce qu'ils cherchent, c'est faire du bien. Il y a un exemple que j'adore, cette femme qui est non seulement belle, mais qui est une des femmes qui a le plus déposé de brevets en chimie au monde. Elle se trouve à un moment à la tête d'une entreprise qui s'appelle Novamont, qui vient d'être achetée. J'espère que ça maintiendra leur futur, mais elle est face à un enjeu qui est entre autres lié à Bruxelles, où je me trouve. En Europe, il y a énormément de législations qui sont faites pour empêcher, enfin, des quotas d'agriculture qui empêchent qu'on cultive certains territoires. Donc, elle est devant un phénomène, c'est qu'il y a énormément de mauvaises herbes qui poussent dans les endroits où on ne cultive pas, c'est des chardons, entre autres, et rien ne pousse à côté des chardons. Et elle est complètement opposée à cette idée de gaspillage, de bioéconomie subsidiée qui mène à des ressources à du gaspillage. Elle dit vraiment ce n'est pas possible la manière dont on gère pour le moment. Et son grand oui, c'est très simple, c'est un nouveau modèle de développement intégré au territoire. Un modèle de développement intégré au territoire dans lequel tout le monde coopère et la prospérité ne peut s'obtenir que quand tout le monde a prospéré, ça ne veut pas dire faire de l'argent, et qu'on crée de la richesse économique entre les paysans, les entreprises, les scientifiques, les universités, etc. Et elle va faire une exploration qui est tout à fait extraordinaire. Je l'ai un peu détaillée pour vous. Elle va se rendre compte que grâce à son regard, hein, le regard qui change le monde, dans la fleur du chardon, il y a un lubrifiant qu'on peut utiliser pour les machines. Dans la tige, il y a du bioplastique qui est aussi utilisable pour du bioplastique. Puisque rien ne pousse à côté du chardon, c'est parce qu'il a un herbicide naturel qui, en fait, explique pourquoi rien ne pousse et elle va en faire un produit qui va remplacer le Roundup de Monsanto, dont la nocivité n'était pas à démontrer. Ensuite, comme on est en Sardaigne, elle se rend compte qu'il y a non, un enzyme dans le chardon qui est très utile pour le fromage, le pecorino, que si on regarde bien le chardon et qu'on le coupe 6 fois, on a de la nourriture pour le bétail qui coûte beaucoup moins cher que le soja qu'on importe dans son pays pour nourrir le bétail. Et on a dans les racines un élastomère qui permet de faire des pneus. Et tout ça va permettre en fait de faire 7 produits au départ du chardon qui est normalement, qui vaut rien puisqu'il est à zéro. Faire 7 produits, 7 sources de revenus, de mettre 700 agriculteurs au travail, plus d'autres gens et de créer des filières de travail qui sont source de prospérité dans son pays. Et mon dernier exemple, c'est ça. C'est cette ville utopique qui résiste au capitalisme, Marina Leda. Peut-être que vous connaissez. Moi, je trouve que c'est une assez belle utilisation collective du shapership, quoique les exemples que je raconte sont toujours des exemples collectifs qui impliquent énormément de monde, parce que toutes les personnes ont en fait rallié des milliers de gens derrière leur cause. Mais ici, voilà une situation qui se passe en Andalousie. On a un état de fait qui est une terre qui appartient aux grands exploitants, qui les louent à des paysans qui travaillent de manière très, très lourde. Et à un moment, ces paysans vont se retrouver vraiment dans un refus total du capitalisme. On a en 1979 ou 79 les premières élections municipales libres depuis le franquisme et va se faire élire un maire qui est, il me semble, toujours vivant, toujours en tête d'ailleurs, qui est Juan Manuel Sánchez Gordillo, qui devient le plus jeune maire d'Espagne à l'époque, d'une commune qui croule dans la misère et qui est au chômage total. C'est Marina Leda, 25 km², 3000 habitants à l'époque. Et les habitants, donc, qui revendiquent l'accès à la terre, décident de la confisquer à un aristocrate à l'époque, le duc de l'Infantado. Et donc, il y a 1200 hectares de terres cultivables en jachère. Il y a 10 ans de lutte pour arriver finalement à ce que les terres soient données à la municipalité à un moment. Et donc, leur grand oui à eux, c'est le rêve d'une société démocratique où tous seraient heureux par l'accès à la terre et au logement. Donc c'est une utopie, comme ils disent, hein, ils le mettent, c'est l'entrée de leur village.
et ça va les mener en fait à... vous voyez que leur rêve, c'est pas d'être propriétaire, hein. Leur rêve, c'est de créer une société totalement différente par l'accès à la terre et au logement. Et ils vont créer un vivre ensemble qui est spectaculaire. Tout ça, vous pouvez le trouver. C'est entre autres qu'il n'y a jamais de patron, il n'y a pas de spéculation, pas de cupidité. Le but, c'est de répartir. Oui, excusez-moi, on a eu un petit problème d'organisation de la traduction pour proposer la pause justement à Pauline. Aline, vous en avez encore pour longtemps Non, je suis à à la dernière slide? la dernière partie. J'ai plus que 2 slides, il n'y a pas beaucoup à traduire, donc je suis en train de terminer, Pauline, si ça Donc, vous est-ce va. que ça vous va, Pauline, ou on demande à Stéphie de prendre le relais? D'accord. Stéphie, tu peux prendre le relais? Ah, on l'entend qu'en allemand. J'ai pas le retour en français. Bon, on continue parce qu'on va pas vous couper dans l'élan et puis on reprendra puisqu'on a l'enregistrement, on reprendra. Allez-y, Aline. Oui, donc de toute façon, ce qui est simple, c'est juste à ce moment-là, la commune de Marina Leda a inventé quelque chose qui est tout à fait spectaculaire, dans lequel la terre appartient aux agriculteurs. Et ils ont fait une coopérative où les agriculteurs travaillent pour 1 130 € net par mois. Ils ont inventé des systèmes de logement qui permettent à des gens d'être propriétaires toute leur vie pour 15 € par mois d'une maison autoconstruite, etc. Donc c'est simplement pour dire que là, c'est une histoire de communauté. Et donc j'en termine finalement à vous dire simplement ceci, hein. C'est une vision, comme dit très bien un biologiste qui s'appelle Benoît Hamon, qui décide de tourner à droite ou à gauche. C'est les oiseaux à la périphérie du groupe parce que les autres y suivent. Et donc moi, je pense qu'il y a un moment où ce qui est important, c'est de se rendre compte, là je vais revenir terminer là-dessus, que si on a un paysage, qu'on a des imaginaires qui sont comme le sol, à partir duquel nos aspirations peuvent émerger, la question se pose de ce qu'on va entendre. Vous avez vu qu'il y a des petits symboles celtes en bas dans le sol, hein, j'ai mis des symboles pour vous dire qu'à mon sens, il y a une question qui pourrait se poser, c'est de pouvoir réinventer le monde, réimaginer nos vies, notre humanité, nos relations avec le monde, et faire grandir tout, dont les graines du futur, mais from the ground up, comme on dit, donc au départ du sol, et on verrait comment on pourrait en fait se servir de toute la partie mythologique, symbolique, les ancêtres, les mythes, les rituels, les contes, les récits, les traditions, les sagesses, etc., pour en fait créer au départ donc sur le territoire, le sol métaphorique, en tout cas les graines du futur, puis le sol réel aussi, et donc le monde, de réinventer les relations à l'imaginaire et au réel grâce à tout ce qu'on va chercher dans les racines. Et comment est-ce qu'on réinvente le monde social, les espaces urbains, les infrastructures, pour qu'elles puissent faire fleurir les imaginaires, pour que le sol soit en bonne santé, pour qu'on entende les voix multiples et donc qu'on fasse le meilleur usage du sol et surtout qu'on le régénère. Le sol étant pour moi aussi en partie l'imaginaire de nos sociétés. Voilà, j'en arrête, j'en termine ici parce que je pense que j'ai un tout petit peu dépassé le timing et désolé Pauline. J'espère que pour les autres, vous êtes encore là. Je vais arrêter le Mais partage. on est encore 83 participants, mais oui, on s'excuse auprès de Pauline et de Stéphie. C'est la première et donc on a encore quelques petits calages je pense qu'on sera au point. Merci infiniment, Aline, pour cette présentation magistrale qui nous ouvre un peu nos chakras et notre cycle de conférences Interreg sur les changements climatiques. Avant de prendre les questions, je vous donne rendez-vous le jeudi 24 avril sur l'histoire des climats avec deux professeurs de l'université de Besançon que sont Michel Magny et Hervé Richard. Donc toujours de 12 heures à 13h30, mais de toute façon, on vous enverra l'information. Alors, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ou est-ce que tout le monde est subjugué et quoi après cette présentation? Alors, un grand merci, c'est passionnant, nous dit-on dans le chat. Est-ce qu'Odile a une, euh, une question pour Aline?
Ou est-ce que vous avez tous faim? Mm. Alors, dans le chat, on reçoit plein de super interventions. Merci beaucoup. Est-il possible d'avoir accès aux slides à tout hasard, s'il vous plaît? Donc, cette visio sera sur l'ensemble disponible sur l'ensemble de la chaîne YouTube d'Interreg Horizon Climatique et des sites web de tous les partenaires qui sont dotés d'un site. Donc, on va prendre quelques jours pour le mettre en forme et vous y aurez accès et vous pourrez le faire connaître à vos collègues et à votre environnement. Bon, Merci, bah, docteur, écoutez, merci déjà. Et, c'est très gentil à vous. C'est très, très délicat de donner une conférence comme ça en ne vous voyant pas. Et ça ouais. donne. C'est très, très difficile de se caler sur ce que vous sentez. Donc, je suis contente si ça vous a plu. Et je me rends bien compte que j'ai probablement beaucoup trop à dire et beaucoup trop d'enthousiasme pour avoir fait sans doute laisser beaucoup de temps de respiration, mais sachant que c'était filmé aussi. Je me suis Oui, dit, mais merci Aline, parce qu'effectivement, ne pas voir son auditoire, ne pas le sentir respirer, adhérer ou peut-être au contraire lâcher le propos, c'est très, très, très difficile. Donc vraiment un très, très grand merci à vous, Aline. Être dans le noir. Voilà. Vous étiez dans le noir pendant que vous nous apportiez de la lumière. C'est très gentil. pas tout à fait, mais bon, disons, si vous avez des questions, forcément, si vous avez envie de poser une question par rapport à quelque chose que vous avez entendu, c'est, je crois qu'on a. Alors, il y a Théo qui nous demande, lors de vos interventions, comment dealez-vous avec le monde du secteur privé dans un paradigme dominant? Comment dealez-vous? Je ne sais pas si je deal. Je dirais que pour moi, la proposition que je fais, là, je n'ai pas cité des gens qui sont dans le monde de l'entreprise du privé, mais il y a aussi des shapers. Donc, ce que je fais, ce que j'ai fait par exemple avec un homme qui travaille dans le monde du chocolat, c'est regarder le monde tel qu'il est. Et sans se raconter des histoires et sans bullshit pour le dire comme ça, parce que j'aime bien dire ça. Le monde du chocolat, par exemple, prendre une photo d'un paysage aujourd'hui, c'est arriver à tous se raconter la même histoire, c'est-à-dire un monde dans lequel il y a des producteurs pauvres d'un côté, des supermarchés de l'autre, et au milieu, il y a beaucoup de gens qui font du business. Et quand on a bien regardé ça, on peut se demander si on est d'accord ou pas et qu'est-ce qui maintient le système en place. Et bien sûr, dans les entreprises, c'est un écosystème, tout le monde est en train de jouer un jeu, hein. C'est difficile d'arrêter de jouer la compétition tout seul. Donc il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de critique qui accuse les gens, mais que l'important, c'est d'arriver à se raconter les mêmes histoires. On ne peut pas créer le futur si on ne se raconte pas la même histoire du présent. Donc la première chose, c'est j'aide les gens à se raconter une histoire dans laquelle il faut prendre conscience des dogmes dans lesquels ils sont eux-mêmes et de la manière dont ils en sont prisonniers. Comment ça joue, quelle influence ça a, qui ça privilégie, qui ça défavorise, et à un moment, éventuellement, de se demander si leur position, c'est de continuer, d'obéir ou d'en sortir. Là, il faut commencer à avoir des gens vachement courageux. Et quand ils sont d'accord et qu'ils disent qu'ils veulent en sortir, il faut alors faire un énorme saut créatif et imaginer un paradigme qui n'a plus rien à voir, dans lequel, avant de se poser la question de savoir quel argent on fait, hein, c'est la lunette du profit comme Picsou, il faut se poser des questions qui sont celles de la manière dont on va servir le monde et la vie, plus exactement. Et imaginer avant de savoir comment on va faire. Là, il faut beaucoup les libérer, donc c'est une conversation très différente et d'avoir des vraies visions qui transcendent tout, les horizons habituels, je veux dire, et de définir sur quelles valeurs c'est basé. Et quand on a ces deux visions, on a, à mon sens, là, on a de la place pour pouvoir travailler sur, de manière relativement, je vais dire, réaliste à cet endroit-là, sur une transition, parce qu'on ne va pas détruire un système. Il y a des gens qui travaillent dans le système, il y a des employés, il y a des salariés. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va créer des initiatives qui ne sont pas trop timides, pas faussement des initiatives de transition, finalement on fait des choses mais on ne change rien. Donc comment est-ce qu'on va créer un, un portefeuille, pour le dire comme ça, d'initiatives qui sont visionnaires et qui permettent de gérer les dilemmes. Voilà, c'est comme ça que je travaille avec le privé. C'est de pouvoir jouer un jeu qui est transparent et qui est aussi radical, de manière à ne pas tomber dans les panneaux de la corporatisation habituelle où on kidnappe tous les mots pour faire semblant qu'on change, mais on ne change rien. Mhm. Alors, il y a Katia, membre du collectif PAP, Katia Sig, qui a une petite question. Oui.
Katia. Oui, moi je trouve que c'est un cadre vraiment intéressant pour étudier un peu les propositions qu'on peut avoir et les recherches qu'on peut faire, notamment là, le graphique avec le monde viable du futur et le monde en transition au milieu. Et après, bah, c'est vrai que c'est un cadre pour réfléchir à des choses concrètes. Et donc, les exemples de la fin là, seraient à étudier en fonction de, ces, de ces pistes. Et par exemple, je ne sais pas, les propositions de Rob Hopkins, il me semble que c'est très différent de Marina Leda. Et puis, j'ai pas eu le temps, mais c'est vrai que Marina Leda, moi, j'en ai entendu parler il y a plusieurs années. Puis là, j'ai essayé de regarder. Il semble que ben, ça va pas très bien en ce moment, si le peu que je viens de regarder. Et donc, de voir, voilà, qu'est-ce qui bloque pour continuer ce genre d'initiative, qu'est-ce qui bloque pour que ça ne soit pas que de la transition, mais que ça aille vers un futur intéressant. Oui, je suis d'accord. Merci, c'était intéressant. La question n'est pas toujours de regarder si le modèle proposé marche encore. Parce que moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est une dynamique qui est accessible à vous tous dans votre communauté, parfois familiale. Je dis ça parce qu'on n'est pas tous obligés de vouloir changer le monde, hein. Parfois, ça commence dans sa famille, puis il y a son village, puis il y a autre chose. Puis parfois, vous travaillez avec des gens qui sont sur un grand territoire. Et je pense que ça marche. Moi, j'ai travaillé avec une collectivité de 13 000 habitants sur la démocratie. Et la première chose, c'est effectivement de se rendre compte de pourquoi leur démocratie n'est plus viable. Pourquoi elle ne fonctionne pas. Et en fait, ils m'ont tous dit, mais on ne regarde jamais ça, nous. Puis en plus, il y a des politiques dans la salle qui font semblant qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Donc non, 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 tout va bien. Non, mais à un moment, on est d'accord que ça ne marche pas. C'est de se donner la possibilité ensemble de créer une démocratie vivante. Et c'est cette dynamique-là, s'il faut retenir ça, j'ai aussi regardé un peu Marine Aleda, qui est une histoire qui m'a beaucoup inspirée. Et en effet, il y a des tas de critiques, et pas de problème avec ça. Ce qui est plus intéressant, c'est est-ce que vous percevez ce que je suis en train de vous raconter, qui est de votre capacité comme collectif de pouvoir vous-même enclencher des dynamiques où vous pouvez aider les gens à avoir trois regards qui vont les aider. Voilà, ça c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais vous apporter ça, quelque chose. Merci. Mon micro était fermé, excusez-moi. Donc, on a quelques questions dans le chat de Boubou Malabar qui nous demande comment être un radicalisme en ayant plus de soins, soins au sens de care. Peut-être ça vaut la peine de préciser la question en ayant plus de soins pour les autres ou pour soi-même ou Est-ce tous que soins. Moi, je pense que je tente et voyons si c'est juste. Je pense que prenez votre situation avec des amis. Quand on a des vrais amis, j'espère en tout cas, moi toujours, que mes amis vont me dire des choses qui sont vraies. Si jamais je commence à vraiment déconner, je compte sur mes amis, pas sur mes ennemis. Il y a énormément de soins là-dedans. Pour moi, c'est la même chose quand on est dans une situation, l'intégrité aujourd'hui, on est dans une société où les gens ont tellement l'habitude de dire n'importe quoi et de ne pas dire les choses importantes et de ne pas oser confronter et d'être un peu obéissant, hein, en accusant toujours les autres pour des raisons pour lesquelles ils obéissent. Que la radicalité, je vois même ça pour le moment contre Trump, par exemple aux États-Unis, contre des tas, il y a des tas de gens qui à un moment disent, moi je vais oser parce qu'il y a plus important que ma vie, je vais prendre soin d'un monde dans lequel je vis. Et prendre soin, c'est du care. Et prendre soin, c'est oser à un moment se demander si on peut écouter, et ça c'est son propre care, la boussole de sa propre âme pour être sûr qu'on ne va pas se trahir, hein. Nous devons prendre soin de nos âmes, hein. Il faut qu'on prenne soin de nos âmes parce que sinon on meurt. Donc prendre soin de son intégrité, c'est arriver à un moment à se définir soi-même à la racine, comme je dis. Et ça c'est être radical. Et après on fait ce qu'on veut. Et si possible, on fait en fonction de son âme. Sinon, de toute façon, on est fini, on est mort. Et déjà, notre société est, je pense, a beaucoup de difficultés avec la notion d'âme. Mais je dirais que c'est une des manières de parler de radicalité, c'est d'aller à l'essence. Donc pour moi, tout ça, c'est lié. Et le care, c'est pas care de soi-même, c'est care de la vie et des autres. J'espère que ça répond à la question. Merci. Oui, d'accord. Alors, on nous demande par ailleurs, est-ce que vous accompagnez des territoires pour quelqu'un qui s'occupe d'un plan climat dans une collectivité et qui voit la plus-value d'un tel document pour donner une trajectoire
et en travaillant sur le récit collectif? Moi, je travaille avec des groupes. Alors parfois, c'est des écosystèmes de personnes économiquement liées, parfois c'est d'autres écosystèmes. Et je rêve de faire de travailler sur les biorégions. Donc, ce que je suis occupée à Mhm. travailler avec des Indiens, mais enfin, ça n'a rien à voir avec vous. La question du territoire, pour moi, c'est l'ensemble de la carte, hein, c'est des gens. Donc, oui, euh, à condition qu'on soit au clair sur le fait que je ne suis pas une analyse je ne sais pas faire des analyses de cartes de territoire selon les dynamiques que vous utilisez, d'après ce que je comprends, hein. Donc, moi, je travaille avec des territoires sur l'imaginaire. Voilà. Écoutez, alors donc la personne qui peut prendre contact avec nous et on vous mettra en relation, bien sûr. Une dynamique qui suppose beaucoup d'essais, d'échecs avant de changer les point de vue, affirme Isabelle Dujardin. Le partage d'une vision commune est un préalable, hein, bien sûr. Théo nous dit, je suis d'accord, mais cela semble compliqué lorsque les acteurs du système dominant ont des intérêts opposés à ceux des personnes qui subissent ce système dominant, beaucoup d'intérêt à ce que rien ne bouge ou très peu. Leur vision est commune entre puissants, pas commune avec le peuple qui se divise. Oui, c'est tout à fait ça. C'est la différence entre ceux qui tentent de préserver la chenille et ceux qui tentent de faire émerger le papillon. Mais pour ça, c'est pour ça que j'appelle ça j'ai des conversations, je mène ce qu'on appelle des conversations avec des acteurs qui n'ont souvent pas les mêmes intérêts et pas les mêmes perspectives. Il faut dire ça comme ça, hein. Perspective et intérêt. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver dans les conversations à clarifier la perspective, c'est-à-dire à nommer, je ne peux pas dire nommer la chenille et le papillon, mais comme ça résume. C'est important que les acteurs se rendent compte eux-mêmes d'où ils parlent et qu'on arrête de considérer qu'il y en a qui sont dominants, qui veulent avoir raison et les autres dominés. Non, il y a des perspectives différentes. Les perspectives de dominer, parfois, ne veulent pas changer le monde non plus, hein, donc on n'a pas les bons et les mauvais. On a juste des perspectives qui ne sont pas toujours clarifiées. Et c'est important de pouvoir regarder la perspective d'où on part pour ne pas commencer à rentrer dans des conflits, même quand on regarde le présent, et certainement encore plus quand on regarde le présent, de manière à ce qu'on se rende compte et qu'on puisse partager euh, réellement les perspectives différentes. Je prends un exemple, le manager d'un hôpital, il a peut-être pas envie de tout changer, lui, parce qu'il est en charge de gérer des deadlines avec des problèmes actuels. Et il y a un visionnaire qui peut venir et lui dire, mais tu es vraiment un dinosaure, ça va pas aider. Par contre, si on arrive à regarder de quelle perspective on parle et que la perspective de ceux qui maintiennent le système en place n'est pas dans le changement et qu'il y a des perspectives plus visionnaires, il faut qu'on arrive à dialoguer trois fois, donc, hein, sur le présent, sur le futur et sur la transition, avec la conscience et le respect. D'accord. Une dernière question, celle de Florence. Comment, dans la transformation, arrivez-vous à tenir compte des attachements des personnes au modèle actuel? Mais justement, on doit, la première partie, ce qui est souvent même pas dit, hein, donc oui, mais enfin, quand même, on doit faire du profit, oui, mais quand même, il est évident que, etc. Moi, j'essaye d'aider les gens à rire. Rire, c'est jouer avec leurs idées. Nous avons tous des idées. Elles sont parfois bonnes, parfois pas bonnes, mais il faut qu'on se rende compte que ce sont des idées. Et donc, on ne va pas mourir. Même si je pense que mourir avant de mourir, c'est mourir à nos idées. Donc, il y a un côté, il faut admettre que c'est assez initiatique, hein, les conversations comme ça. Parce que, enfin, les conversations pour de vrai, les gens doivent accepter de mourir à des représentations du monde. Donc, il faut les accompagner gentiment. Et pour ça, il faut mettre de l'humour, il faut que les gens puissent rigoler d'eux-mêmes. Nos cartes ne sont pas le paysage. Ah, ah, elle est bien bonne. Est-ce qu'il faut vraiment? Est-ce qu'on doit vraiment? Puis tout d'un coup, ils lâchent et ils disent non, il ne faut pas. Ok, on va regarder, c'est pas pour ça qu'on a tout trouvé, parce que le système est locked-in, comme on dit, il est un peu bloqué de plusieurs manières. Et il y a peu de gens qui travaillent en pouvant tout seul changer tout, hein, donc c'est forcément un ensemble. Donc je pense que l'humour et le fait de travailler sur des perspectives différentes sans rentrer dans des conflits que je connais beaucoup, victime, bourreau, sauveur, c'est ta faute, machin. Non, on est tous dedans et on a tous intérêt à avoir beaucoup d'amour pour que les perspectives se soient entendues. Donc les gens tiennent à leurs idées parce qu'ils ils ne, d'abord, ils ne voient pas leurs idées.
ensuite, ils n'ont pas forcément une alternative. C'est pour ça que le mouvement est très itératif, parce que parfois, on manque de courage vu qu'on n'a pas d'option. J'espère que vous sentez ce que je veux dire dans le corps. C'est difficile de prendre position clairement quand on n'a pas d'option. Donc, on est parfois obligé de faire beaucoup de créativité et d'imagination avant que les gens puissent se positionner. Ah, je vois maintenant, il y a d'autres possibilités. Dans ce cas, je vais peut-être pouvoir prendre plus clairement position. Mais écoutez, on va peut-être en rester là. Juste vous remercier tous. On a été près d'une centaine à suivre ce webinaire et vous donner donc rendez-vous le 24 avril à 12 heures, toujours un jeudi, donc pour l'histoire des climats avec Michel Magny et Hervé Richard, et le 15 mai avec Roberta Pistoni sur relire nos paysages de l'énergie. Roberta est une maîtresse de conférence à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles et les deux premiers sont universitaires de Besançon. Voilà, Peut-être que mais je écoutez, peux merci dire un beaucoup. tout petit mot, François, si vous permettez. Je Oui, mets juste l'adresse de mon site au cas où il y en a qui yes, veulent voir plus. Et il y a d'autres conférences, puisque Pauline, notamment la traductrice, a très gentiment été voir pour préparer. Il y a d'autres choses, et si vous avez envie, vous profitez. très bien. Donc, shepherdship.com et puis à très vite pour de nouvelles aventures et bon appétit à tous. Merci de votre attention. Merci, au revoir. Au revoir.